Affaires publiques, Alexis Lacroix. Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour Alexis Lacroix. Très heureux de vous accueillir en ce vendredi à Affaires publiques. Je ne vous présente pas, mais quand même, vous êtes politologue, vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous êtes également professeur associé à Sorbonne Université. Vous êtes aussi professeur à l'EHEIP. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais consacrés à la science, consacrés à la communication, notamment le coup de com' permanent qui était paru il y a 3 ans aux éditions du Cerf. Et là, vous nous revenez avec un livre très ample sur la crise du politique, la crise de confiance dans les politiques, l'affaissement ou l'abaissement du pouvoir des politiques. C'est un essai passionnant. Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir aux éditions du Cerf. Un livre d'ailleurs très accessible aussi à tous ceux qui ne sont pas forcément des spécialistes du suivi de la vie politique. C'est pour ça que je vous ai invité d'ailleurs aussi ce matin. Je vous fais réagir tout de suite. On va entrer après dans le détail du livre, des thèses du livre. Je vous fais réagir tout de suite, ce vendredi matin, Arnaud Benedetti, à un sondage qui nous révèle en début de semaine que les Français ont des priorités qui sont très différentes de celles que beaucoup d'hommes politiques avaient en tête. Pour le coup, 44% d'entre eux estiment que la question prioritaire est celle du pouvoir d'achat. 35% d'entre eux estiment que c'est celle du Covid, des conséquences de la crise sanitaire. 28% d'entre eux jugent que c'est d'abord les questions environnementales liées à la protection de la nature, à la dégradation de la biosphère qui vont faire la différence. Et seulement 25% d'entre eux considèrent que les questions relatives à l'immigration, aux difficultés de l'intégration, ce qu'on appelle, bref, la question identitaire, est prioritaire. Comment est-ce que vous réagissez à ces chiffres relativement surprenants ? Oui, ils sont relativement surprenants, vous avez raison de le dire, parce que finalement le débat politique et le débat de cette pré-campagne présidentielle se voit imposer un agenda politico-médiatique par un certain nombre de candidats qui finalement montrent bien qu'il y a une sorte de dissociation entre les attentes des électeurs et l'offre politique. Et en fait, c'est un peu la thématique de ce livre. Alors, en l'occurrence, qui a voulu imposer quoi, justement, Arnaud Benedetti ? On voit bien qu'il y a une offre. Non, mais il y a des questions, il y a des enjeux qui sont réels et qui existent dans l'agenda politique français depuis de très nombreuses années, qui sont les questions régaliennes, notamment, qui sont les questions en effet d'identité, comme vous l'avez rappelé, qui quand même mobilisent apparemment 25%, un bon quart des Françaises et des Français. Ce qui n'est pas rien, ce qui montre que ces enjeux sont des enjeux qui aujourd'hui sont des enjeux constitutifs du débat public et importants. Mais il n'est pas tellement surprenant finalement que les enjeux qui apparaissent aujourd'hui en tête, c'est-à-dire à la fois le pouvoir d'achat, la question sanitaire, ça me paraît, j'allais dire, de bonne guerre compte tenu de la conjoncture, et il est tout à fait légitime que l'opinion publique s'interroge sur les conséquences à la fois sanitaires, sociale et économique de cette crise sanitaire, et que la question du pouvoir d'achat soit au cœur des enjeux finalement de cette campagne électorale, pour une raison qui est très simple, c'est qu'on voit bien que sur le plan économique, vous avez un contexte économique qui, même si on salue la façon dont la crise sanitaire a été gérée économiquement, mais on a un contexte économique qui est d'une certaine manière anxiogène, notamment avec la question de l'inflation qui impacte sur le pouvoir d'achat des classes populaires. Nos confrères d'ailleurs de Marianne, ce matin, titre en une, un dossier spécial sur la flambée des prix. Vous pensez que ça va être une des données importantes, non seulement de la présidentielle, c'est-à-dire des 2 mois et demi qui viennent, mais aussi de l'année 2022 dans sa globalité pour la société française, Arnaud Benedetti. Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la question du pouvoir d'achat est une question qui a traversé tout ce quinquennat. Il ne faut jamais oublier que ce que l'on a vécu avec la crise des Gilets jaunes, c'était d'une certaine façon la question du pouvoir d'achat qui était au cœur des mobilisations, même si on a vu que les mobilisations des Gilets jaunes ont pris parfois une autre tournure, notamment avec des revendications de type institutionnel. Mais c'était déjà un sujet il y a 3 ans et on ne voit pas les raisons pour lesquelles ce sujet aurait disparu comme ça du jour au lendemain. Donc c'est essentiel. Le deuxième élément qui est très important, c'est que les économistes ont souligné le fait que nous étions rentrés dans une période inflationniste à nouveau. Et moi je suis assez frappé, ça, si vous voulez. On est d'accord, c'est en globalité, c'est pas seulement la société française. Oui, mais c'est bien sûr que ce n'est pas que la société française, c'est d'autres sociétés qui sont touchées par ce phénomène, mais la société française est confrontée à l'élection qui est l'élection mère de sa vie politique, et il est logique en effet que cet enjeu vienne s'installer au cœur des priorités des Françaises et des Français. Donc là, moi je suis frappé par une chose, juste un point qui paraît très important.
le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, cette élection présidentielle, me rappelle furieusement le contexte des années 70. C'est-à-dire ? En l'occurrence. C'est-à-dire qu'on retrouve un certain nombre d'enjeux qui étaient au cœur des discussions et des confrontations politiques des années 70. La question du pouvoir d'achat, la question de l'inflation, et qui ont d'ailleurs vraisemblablement pénalisé fortement la fin de mandat de Valéry Giscard d'Estaing et du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Quelque part, il y a, si vous voulez, une espèce de revival des années 70 qui est en train de s'imposer dans le débat politique. Vous me tendez la perche. Emmanuel Macron, c'est vrai que pendant l'été, il s'était préparé à une campagne assez socio-économique. C'est bon pour lui, ce retour de la question du pouvoir d'achat et de l'inflation, ou c'est pas bon, d'après vous ? C'est très difficile aujourd'hui de mesurer finalement l'impact que ça aura sur la façon dont Emmanuel Macron pourra mobiliser. Ce qui est clair, c'est que Emmanuel Macron est crédité aujourd'hui par une partie de l'opinion d'avoir plutôt réussi sur le plan économique à gérer assez bien la situation liée à la crise sanitaire. C'est un peu différent sur la façon dont il a géré, j'allais dire, sanitairement la crise, où on voit aujourd'hui un certain nombre d'études d'opinion qui sont en train plutôt de montrer que le jugement des Français est à nouveau en train d'évoluer plutôt défavorablement. Alors, ils ont pensé casser la baraque en organisant l'entretien du Parisien de la première semaine de janvier, dans lequel, entre autres réflexions, il y a cette saillie qui a considérablement fait polémique du président de la République à l'endroit des vaccinés qu'il désire emmerder. Comment vous analysez cette séquence et pourquoi ça n'a pas plus bénéficié en termes de code de confiance au président de la République ? Alors, bien évidemment, derrière cette séquence de communication, il y avait une intention assez affichée de la part d'Emmanuel Macron et de la majorité, c'était de solidifier le socle électoral qui est le sien. La réalité, c'est que malgré tout, quand on regarde là aussi les études qui ont été faites en matière d'opinion après ces déclarations, c'est que quand même une majorité de Français n'a pas apprécié cette sortie du président de la République. Et c'est un problème pour Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron dispose quand même d'une image qui est une image très clivante, une image qui parfois apparaît aux yeux d'un certain nombre de segments de la population comme une image un peu méprisante et arrogante. Et avec des propos de ce type, il réactive d'une certaine manière cette image à un moment qui est un moment quand même particulièrement crucial dans, j'allais dire, sa trajectoire personnelle et dans la vie politique française, qui est l'élection présidentielle. Donc en effet, il réinstalle cette image d'un président qui ne serait pas capable de rassembler les Françaises et les Français, quel que soit d'ailleurs leur statut vaccinal en l'occurrence, mais qui serait plutôt un président qui est d'une certaine manière dans une volonté de cliver. Est-ce qu'on attend cela d'un président de la République ? C'est la question en effet que pose cette sortie et cette séquence de communication qui, à mon sens, a été une erreur. Alors ils ont conscience probablement du problème. Son entourage politique, ses conseillers politiques, Alexis Collère, Clément Leonarduzzi, veulent aujourd'hui lisser, arrondir, empathiser, rendre empathique l'image du président de la République. Il s'y emploie. Est-ce que c'est possible ? Et est-ce que les sorties en région, en province, dans ces fameux territoires qui sont toujours la clé de l'élection présidentielle, vont contrebalancer cette image contrastée du président de la République aujourd'hui, selon vous, Arnaud Benedetti? Alors, vous savez, il y a toujours une difficulté parce que les traits d'image sont des traits d'image, c'est comme un dépôt. Ça reste profondément ancré durant tout un quinquennat. On l'a vu avec François Hollande, on l'a vu avec Nicolas Sarkozy par le passé, et on le voit d'une certaine manière avec aujourd'hui Emmanuel Macron. Il y a une impression générale, il y a une sorte de persistance rétinienne des images. Exactement, il y a un halo d'impression qui s'installe et qui, à un moment donné, est extrêmement difficile à corriger, quels que soient les efforts de communication ou les efforts de comportement que vous pouvez adopter. La réalité, c'est que, par contre, en effet, si aujourd'hui le président de la République parcourt cette France de la périphérie, cette France qui s'est levée à l'automne 2018 à travers le mouvement des Gilets jaunes, c'est parce qu'il a compris que une partie de son destin électoral se jouait dans cette France que l'on a appelée, vous savez, la diagonale du vide, un peu très bien décrite. Il faut dire à nos auditeurs, ça va en gros des Ardennes aux Pyrénées, c'est-à-dire cette zone du territoire dans laquelle la densité de la population de ces départements, il y a beaucoup de départements, des Ardennes aux Pyrénées, ça fait quand même un paquet de départements, ce sont généralement des territoires
soit en voie de désertification, soit avec une densité de population relativement faible et un niveau de ruralité élevé. Niveau de ruralité élevé, voilà. Niveau de vie plus bas que la moyenne générale de celle des autres Français, et surtout des territoires qui sont aujourd'hui, vous l'avez justement dit, en voie de désertification par l'absence d'un certain nombre de services publics. Mais cette France-là est une France qui vote, c'est une France qui se mobilise politiquement, c'est une France qui, là où l'abstention gagne, notamment les grands centres urbains ou les banlieues, est une France qui est toujours au rendez-vous des élections. Alors, donc il faut aller chercher les électrices et les électeurs là. Juste un point. Ouais. Et là où vous avez en effet la pression d'autres offres politiques qui est très forte. Je pense notamment à celle du Rassemblement national, où quand on regarde d'ailleurs les élections européennes de 2019, c'est très intéressant. On voit que là où la mobilisation des Gilets jaunes était forte, c'est là où Marine Le Pen a réalisé ses meilleurs scores. Alors, vous résumez très bien l'équation du problème. C'est une équation qui vaut pour Macron, pas seulement pour lui, d'ailleurs pour d'autres candidats, d'autres candidates. C'est aller chercher ce vote populaire des petites classes moyennes et des classes populaires qui sont dans ces départements, entre guillemets, abandonnés, ou qui se sentent en tout cas abandonnés de la République. Alors, est-ce que d'abord, d'après vous, ils s'y prennent bien, les principaux candidats, pour aller voir ces personnes et les convaincre? Et est-ce qu'on peut renverser, en l'espace d'une campagne très courte, très brève, 30 ans, 40 ans de défiance vis-à-vis des responsables publics, 40 ans de défiance dont vous faites, encore une fois, le cœur de votre livre, de votre réflexion, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, aux éditions du Cerf, Arnaud Benedetti. Écoutez, c'est extrêmement compliqué, parce que si vous voulez, j'allais dire, en ayant un très mauvais esprit, mais il faut l'avoir quand on lit la politique et quand on observe la politique, c'est que le coup de la fracture sociale, on l'aura déjà fait. On l'aura déjà fait en 1995. Donc il y a là, en effet, une France qui se sent extrêmement déçue par les offres politiques et les promesses électorales qui lui ont été faites depuis de nombreuses décennies. Avec cette réalité aussi qui est extrêmement, à mon avis, importante, c'est que les droites de gouvernement et les gauches de gouvernement ont depuis de trop nombreuses années, et c'est vrai à gauche encore plus peut-être qu'à droite, abandonné les classes populaires et les classes moyennes. C'est-à-dire que les discours politiques, les offres politiques qui sont les leurs sont des offres politiques qui apparaissent à ces classes populaires comme totalement orthogonales de leurs attentes et de leurs aspirations. Finalement, moi je suis frappé d'une chose, c'est que, si vous voulez, depuis 1992, et ça a été vrai en 2005, la France du oui et la France du non ne cessent de se faire face. Alors la France du oui au traité constitutionnel européen. Mais la France du oui, elle a trouvé sa marque politique. La France du oui, elle a trouvé sa marque politique en Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a réussi un coup de maître sur le plan politique, c'est qu'il a réuni, j'allais dire, les Européens des deux bords, les Européens du centre droit et les Européens du centre gauche, qui ont réussi, grâce à la marque Macron, à se trouver une offre politique qui permet d'une certaine manière de les représenter. Le problème, c'est que la France du non, elle, est beaucoup plus parcellisée politiquement, même si peut-être sociologiquement est-elle majoritaire. Il y a un morcellement en tout cas de cette France du non, Arnaud Benedetti, c'est très clair. Je vous rappelle, nous sommes ce matin ensemble à Affaires publiques. Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir. C'est un essai passionnant pour comprendre la crise de la démocratie française et les enjeux des 2 mois et demi qui viennent. Et vous êtes au cœur de ces enjeux puisqu'on vous voit à peu près tous les jours sur les plateaux les commenter. C'est pour ça que je vous ai invité d'ailleurs aujourd'hui aussi. 44% des Français pour qui c'est le pouvoir d'achat. 35% pour qui c'est le sanitaire, le vaccinal. 28% l'environnemental. 25%, j'allais dire seulement, l'identitaire. Dans cette France de la diagonale du vide que nous avons évoquée, cette France périphérique, pour parler comme Christophe Guilluy, quelles sont les proportions ? Moi, je pense que la question du pouvoir d'achat, la question des services publics, la question de l'aménagement du territoire. La question de l'aménagement du territoire, c'est très intéressant. Cette notion, est-ce que vous l'entendez aujourd'hui dans le discours politique ? Elle n'est pas dans la campagne, en tout cas. Elle n'est pas dans la campagne. L'aménagement du territoire, ça a été quand même l'un des grands chantiers des années 60 et des années 70, où on a fait en sorte que l'ensemble du territoire puisse bénéficier d'un développement qui soit un développement qui permette à un certain nombre de zones de disposer de services publics, d'emplois, ce qui aujourd'hui manifestement ne constitue plus une préoccupation dans l'offre politique. Donc ces sujets-là, en effet, apparaissent
très absents. Et c'est un vrai sujet parce que, en effet, ils expliquent les raisons pour lesquelles les zones dites périphériques aujourd'hui choisissent soit des votes qui apparaissent comme des votes protestataires, même si aujourd'hui ils sont de moins en moins protestataires et ils sont de plus en plus d'adhésion en la matière, soit finalement se réfugient aussi d'une certaine manière dans une forme d'indifférence ou dans une forme d'abstention. Le politologue, le spécialiste aussi de la carte électorale que vous êtes, qu'est-ce qu'il peut dire sur l'audience, voire le succès des thèses du président de Reconquête, Éric Zemmour, qui est aussi dans l'espace de la droite extrême, auprès de ces Français modestes de la France périphérique? Il y a un sujet, c'est-à-dire qu'il y a un sujet au sens où je ne suis pas du tout certain que l'offre politique d'Éric Zemmour aujourd'hui, ça une offre politique qui soit extrêmement performante dans ces territoires. Cette catégorie de la population. Non, parce que si vous voulez, moi, mon hypothèse, on va le voir au fur et à mesure de la campagne, et il faudrait vraisemblablement faire des analyses un peu plus granulaires, mais mon hypothèse, c'est que Éric Zemmour, dont la dynamique électorale est certes est réelle, en tout cas en la matière, arrive à agréger, disons, des gens qui sont très politisés, en l'occurrence, mais qui sont très politisés à droite et qui ne sont pas forcément dans ces zones. C'est-à-dire, il ramène une droite qui est plutôt une droite plus bourgeoise, une droite plus urbaine, qui ne correspond pas forcément à la droite en tout cas, à la sociologie plutôt que l'on retrouve dans les zones périphériques. Une droite également, Arnaud Benedetti, plus orientée vers la défense du libéralisme économique. Et oui, alors c'est vrai qu'en tout cas, quand on regarde aujourd'hui l'offre politique d'Éric Zemmour, elle se rapproche beaucoup plus celle de Jean-Marie Le Pen des années 80, c'est-à-dire un nationalisme matiné de libéralisme à la mode du réganisme économique, plutôt que celle de Marine Le Pen, qui est, elle, sur une, j'allais dire, un arc idéologique qui est un peu différent, qui est à la fois, en effet, nationaliste sur le plan, en tout cas, de la question identitaire, et encore que Marine Le Pen est en train d'évoluer sur ce sujet assez nettement, en l'occurrence, et en tout cas, beaucoup plus protectrice, beaucoup plus sociale, beaucoup plus, j'allais dire, souverainiste sur le plan économique. Donc, la difficulté aujourd'hui d'Éric Zemmour, vraisemblablement, c'est d'aller chercher justement un électorat qu'il n'est pas assuré de capter par son propre discours. Arnaud Benedetti, c'est passionnant. On fait le point ce matin sur, j'allais dire, les enjeux principaux de la campagne, mais en prenant un peu d'altitude par rapport à l'actualité au jour le jour. Comment sont morts les politiques? Votre nouvel essai sur la grande impuissance du pouvoir aux éditions du Cerf, aux excellentes éditions du Cerf. On va revenir à Macron à la fin de l'émission, mais tout de suite, peut-être une question sur un élément d'actualité. On a vu que cette semaine, au cours de cette semaine, lundi, mardi, mercredi, il y avait une certaine effervescence à gauche, pas en raison des candidats déjà déclarés, des candidates déjà déclarées, Yannick Jadot, et dans l'espace social-démocrate, Anne Hidalgo et Christiane Taubira avec les radicaux, mais en raison de la valse hésitation médiatique de François Hollande. Alors, François Hollande, on en pense ce qu'on veut, il mise pour l'avenir, pas forcément là immédiatement, pour l'avenir de la social-démocratie, sur la reconnexion avec ce qu'on appelle aujourd'hui ces territoires abandonnés. Il a tort, il a raison, ou c'est une vision d'avenir ? Il a certainement raison. Il a d'autant plus raison que lui-même a été pendant très longtemps l'élu d'un territoire qui est un territoire qui est tout à fait représentatif de cette France dont on est en train de parler. Voilà. Il part d'un constat aussi qui est un constat assez dramatique pour le Parti Socialiste, c'est que le Parti Socialiste a maintenant abandonné depuis de nombreuses années les classes populaires et une partie des classes moyennes. Ce qu'il nous dit, donc, là, quand je traduis en termes politiques, ce qu'il nous dit, c'est le chemin qui a été suivi depuis 10 ans, 12 ans, sous l'influence de think tanks comme Terra Nova, est un chemin sans avenir pour la gauche social-démocrate. Il faut faire demi-tour et il faut revenir vers les territoires. Enfin, moi, à mon sens, si vous voulez, la gauche a abandonné deux enjeux qui sont majeurs et qui sont constitutifs de la gauche dans l'histoire de la gauche en France. C'est le premier enjeu, c'est celui que vous venez d'indiquer, qui est l'enjeu social, c'est-à-dire la question sociale. Mais la gauche a aussi abandonné la question nationale. C'est-à-dire que ces deux enjeux qui étaient constitutifs, finalement, du logiciel politique de la gauche, ont été abandonnés au fur et à mesure de l'exercice du pouvoir depuis 1981 par la principale force politique à gauche, qui est le Parti Socialiste, qui est, j'allais dire, l'emblème de la social-démocratie à la française. Et alors, il veut faire du Jaurès, Hollande ? Il veut faire du Jaurès ? Je ne sais pas s'il veut faire du Jaurès. En tout cas, moi, je lui conseillerais d'en faire s'il voulait redonner, en tout cas, un élan à la gauche dans ce pays. Le problème, c'est que quand vous regardez l'état de la gauche aujourd'hui, la gauche, et à travers les intentions de vote qui sont celles que l'on connaît à quelques mois de la présidentielle, se retrouve à un étiage qui est celui de 1969. C'est-à-dire qu'électoralement, quand vous faites l'addition de l'ensemble des forces politiques de gauche qui se réclament de la gauche, c'est-à-dire allons
disons, de l'extrême gauche à Madame Hidalgo, vous arrivez à un étiage qui est celui de 25-27%. C'est-à-dire, encore une fois, le score de la gauche à l'élection présidentielle de 1969, cumulant à la fois le Parti communiste et Monsieur Defer. Donc on est dans une crise majeure pour la gauche, parce qu'en plus, attendez, il y a un dernier point, j'insiste là-dessus, une partie de la gauche, une partie du continent de la gauche s'est détachée de la gauche et est partie vers Emmanuel Macron, ce qu'on appelait la deuxième gauche dans les années 70 et dans les années 80. La gauche rocardienne aujourd'hui, elle se retrouve dans l'offre politique qui est incarnée par Emmanuel Macron. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, vous êtes spécialiste de l'opinion, de la politique, vous signez Comment sont morts les politiques aux éditions du Cerf. Alors cette gauche, justement, qui a été macronienne, ardemment macronienne en 2017, elle l'est toujours autant ou elle est déçue par les tournants politiques successifs de la ligne politique du président de la République, notamment depuis la nomination de son Premier ministre Jean Castex, d'après vous? Et puis avant Jean Castex, Édouard Philippe, qui lui-même venait, faut-il le rappeler, des Républicains. C'est vrai que Emmanuel Macron est un président de la République qui se fait élire sur un barycentre plutôt en termes de sociologie électorale, qui est celui du centre-gauche. Et qui, une fois qu'il est à l'Élysée, va donner des signaux extrêmement forts et visibles vis-à-vis d'une partie de l'électorat du centre-droit, voire même de la droite. Et clairement, quand on regarde finalement le quinquennat, on pourra constater que les deux premiers ministres qui ont été nommés par ce président de la République, issu quand même de la social-démocratie, issu de la majorité de François Hollande en 2012, ce sont des premiers ministres qui viennent de chez les Républicains. Donc il a vraisemblablement rompu pour partie avec une partie de la gauche, mais il n'a pas perdu toute la gauche. Et d'ailleurs, quand on regarde quand même là aussi les intentions de vote, on voit que Emmanuel Macron résiste assez bien sur son centre-gauche en la matière. Donc la difficulté pour lui, c'est en effet de tenir les deux bouts de la chaîne. Alors nous n'avons plus qu'une minute et demie d'émission. Arnaud Belletti, c'est passionnant. Vous êtes ce matin avec nous, Comment sont morts les politiques aux éditions du Cerf, à lire pour tout le monde, pour comprendre les vrais enjeux de la campagne, au-delà du commentaire quotidien. Livre paru aux éditions du Cerf. Je finis donc sur La République en marche. Vous vous souvenez, comme tout le monde, du livre Révolution. Le livre Révolution de Macron, c'était son livre de campagne, lors de la première campagne, et en 2017, et il disait, il faut abattre tous les murs qui séparent les insiders des outsiders, les gens qui ont accès et les gens qui n'ont pas accès. Il faut ouvrir le marché du travail, il faut faire tomber tous les murs de la société française. 5 ans après, le compte y est ou c'est l'inverse? Tout le logiciel, une grande partie, plutôt, il faut être nuancé, du logiciel politique d'Emmanuel Macron a été, d'une certaine manière, détricoté par deux événements qui sont absolument majeurs dans son quinquennat, qui sont d'un côté la crise sociale ou la crise territoriale, sociale et territoriale qu'a constitué la crise des Gilets jaunes, et ensuite, bien évidemment, la crise sanitaire. Vous êtes en train de nous dire que c'est pas sa faute? Les événements ne lui ont pas donné forcément raison, en l'occurrence, n'ont pas forcément validé sa vision politique, parce que finalement, ce qui aujourd'hui permet à la société française sur le plan économique de continuer à fonctionner, c'est d'une certaine manière l'héritage de l'État-providence. Merci beaucoup d'avoir fait un tour par Radio J. On vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon Shabbat, ainsi qu'à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs.